Vous êtes donc de l'avis de ceux qui disent que quand la vie est chère et que les femmes quand la vie est dure et que les femmes sont chères, l'homme se met à se débrouiller, alors il ne se marie pas. Raison pour laquelle il y a beaucoup de célibataires, femmes. Non, moi je pense pas ça. Je pense que lorsque la vie est chère et que les femmes coûtent cher, l'homme déjà on vient tout à l'heure de parler de la fragilité de la femme parfois face à certains prédateurs. Donc lorsque la vie elle est chère et que la femme se retrouve dans une situation où elle est vendue, où elle est marchandée, elle est encore plus fragilisée. Moi, c'est plutôt mon point de vue. Je pense que les gens se marieront toujours. Il y a d'autres raisons pour lesquelles on se marie pas. Je pense pas qu'elle en fasse partie. Mais ça la fragilise. Donc, elle se retrouve dans une situation où parce que elle a un prix, et parce que la personne en face d'elle sait quel est son prix, c'est qu'elle est une marchandise. Voilà, il fait d'elle ce qu'il veut. Donc moi, je pars de ce point de vue. Voilà. Alors, ne quittez pas l'écoute. Nous avons ici autour de la table 2 hommes et une femme. Une femme européenne qui se tait, qui écoute tranquillement. La dot a existé dans son pays, ce n'est plus le cas. Abdou va ajouter, ou je ne sais pas si c'est de l'eau dans votre moulin ou alors vous donner son point de vue, mais aussi Francis Belinga. Restez avec nous. On vous écoute, Abdou. Merci Jean-Claude, mais moi je vais relativiser. Je vais relativiser dans la mesure où si la dot existe en tant que symbole qui doit unir 2 personnes, que ça soit dans le pire ou dans le meilleur, je suis d'accord. Mais je ne suis pas du tout d'accord sur la forme actuelle de la dot. Il faut dire que les femmes sont en train d'être monnayées. Et d'ailleurs, ça pose... Vous rejoignez alors l'avis de Nakrita. Je suis totalement en phase avec elle. Parce que, imaginez un peu, ça peut fausser le débat et même ça peut faire obstruction dans l'évolution et l'émancipation de la femme. Parce qu'une femme peut être achetée, elle est belle, il y a un homme qui est prêt, parce que vous l'avez dit, nous vivons des années de crise, la situation est extrêmement difficile, les gens veulent utiliser les filles comme de la marchandise. Mais le prix de la fille va baisser puisqu'il y a crise. Mais exactement, mais aussi la fille, elle est très belle. Si la fille, elle est très belle et que l'homme a assez de moyens, lui, il va pas voir crise. Et je donne un exemple très concret. Prenons la diaspora sénégalaise qui vit parmi nous. Elle va pas du tout me démentir. Généralement, quand les immigrés viennent au Sénégal, surtout je l'ai dit tantôt dans certaines régions, ils achètent les filles. C'est le terme que j'ai utilisé. Je pèse bien mes mots. Parce que j'ai eu la chance de faire 11 ans à Bakel, qui est une commune enclavée. À Bakel, là où est le centre UNESCO. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça a fait partie de notre objectif de mise sur pied de ce club UNESCO qui disait d'antan que tout va mal à Bakel. Pourquoi on l'avait dit? Exactement, on achetait les femmes. Quand un immigré vient ici, si la fille est en 6e ou en 5e, étant donné que l'individu a énormément de moyens, la fille va arrêter ses études parce qu'on va l'acheter. On va lui donner énormément d'argent, on va tuer énormément de bœufs, et là ça devient, même s'il se marie, une épée Damoclès sur la tête de la fille. Et généralement, je vous dis, quand il y a divorce, l'homme va jusqu'à demander la restitution de ce qu'il avait investi. Est-ce qu'il n'y a que les immigrés qui font ça? D'ailleurs, on n'a jamais rencontré un immigré revenir demander son dû, si la femme s'en va. Mais je vous dis qu'il y en a au Sénégal. Moi, je vous dis que interrogez les tribunaux, ils vont vous confirmer cela. Et on rembourse? Mais on rembourse. Et si la famille ne se trouve pas dans les conditions de rembourser, là, on prend en otage la fille. Ça, c'est très grave. Francis Belinga, comment ça se fait de votre côté? Je parle de la dot en tant que symbole d'un époux respectable qui va voir la fille dans sa famille respectée et qui dit bien, je viens prendre votre fille en mariage, qu'elle soit mon épouse et que je sois son époux. Et comme votre tradition veut que on pose ceci en tant que symbole, non même pas pour acheter la fille, mais simplement pour vous, alors je le fais par respect et pour la continuation des relations entre vous et moi. Mais aussi, il y a maintenant, j'oppose donc cette façon de voir là à un commerce qui est tout simplement du tourisme, du commerce sexuel. Dire que bon, on va vendre la fille parce qu'elle est plus belle, on va prendre tel prix parce qu'elle est plus belle, et quand on ne pourra pas rembourser, on va prendre la fille en otage. Là, il ne s'agit pas de dot. On est dans une espèce d'esclavage.
Oui, mais d'autre part, m'adressant d'ailleurs à Nakrita, oui, à Nakrita ici, je pense qu'elle est en train de faire une œuvre d'importance. Mais par contre, sur la dot, elle n'a pas dit qu'on devrait abolir la dot. Elle a dit telle qu'elle est faite maintenant. On devrait la revoir. Parce que de plus en plus, il y a des dérives. Donc, on lui demande alors rapidement, Nakrita, est-ce que vous êtes pour l'abolition ou alors pour la révision de la dot qui doit demeurer? Et je pense que j'ai été bien claire dessus. J'ai dit que pour moi, la dot telle qu'elle est faite aujourd'hui, j'avais un problème avec. Ça veut pas dire, j'ai pas un problème avec la dot dans son état brut, dans son essence elle-même, dans telle que elle vient d'être décrite par Francis Bellinga. Enfin, il faudrait même le dire, avant la dot, c'était ça l'institution du mariage en fait. La dot, c'était l'institution du mariage, donc elle mérite tout le respect qu'on lui doit, telle qu'elle était, telle qu'elle a été constituée dans son essence même. Mais aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, parce qu'il y a d'autres, il y a une autre chose, hein, il y a maintenant une autre institution qu'est le mariage, et maintenant il faut aller à la mairie et signer un acte. Donc aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée, je suis pas certaine qu'elle soit utile telle qu'elle est faite aujourd'hui. Donc une révision, ok, mais bon, voilà. Nakrita, vous avez fait un tour dans votre pays de naissance, sitôt votre livre sorti, un retour dont on nous parle de plus en plus, triomphal on pourrait dire, puisque tout ce que vous avez trouvé là-bas et tout ce que vous avez emporté, tout a été placé. Heureuse, une fille heureuse, une femme heureuse, vous êtes? Bien sûr, quand on a la reconnaissance ou la bénédiction des siens, on ne peut qu'être qu'une femme comblée. Oui, je suis heureuse et très agréablement surprise par l'accueil qui a été fait à mon livre au Cameroun. Et je remercie encore tous ceux qui... Mais vous remerciez petitement. Mais on veut entendre de la voix. Je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement pour moi. Je les remercie et puis voilà, j'espère que je saurai rester à la hauteur de leur confiance et de leurs attentes. Des projets de dédicace à Paris? Oui, samedi le 29 octobre prochain, j'aurai une séance de dédicace à Paris, au quartier latin, chez mon éditeur, effectivement. Carrément chez l'éditeur, mais s'il vous ouvre les portes, c'est qu'il sait qu'il y a de l'importance à attacher au livre. Est-ce que nous, de la province et d'ailleurs, nous pouvons espérer qu'il y ait quelque chose de ce genre aussi pour nous? Nous sommes en train d'essayer d'organiser cela et ce sera avec plaisir. Nakrita Lebebom, je vous remercie et puis vous savez, restez des nôtres francs-parler, c'est votre franc-parler.